Qui n'a jamais rêvé de savoir ce que l'on pouvait entendre ou s'il y avait une vie sur Mars? Cette question, nous aussi, nous nous la sommes posée. Et aujourd'hui, en tant qu'étudiants en 3e année à l'INSA Centre-Val de Loire, nous sommes 5. Morgane, Flavie, Elodie, Colia et Perrine à y répondre. L'INSA Centre-Val de Loire est située à Blois et à Bourges et accueille des étudiants du monde entier. Dans le cadre de notre cours de traitement du signal, nous avons décidé d'étudier le son martien de la NASA capturé par le rover Perseverance le 20 février dernier. Ayant choisi la spécialité génie industriel, ce projet représente un réel challenge pour nous en tant que novices dans ce domaine. Maintenant, revenons un peu en arrière. Le 18 février, et après un voyage de 7 mois, le rover de la NASA Perseverance s'est posé sur Mars après un périlleux atterrissage de 7 minutes. La mission a pour but d'explorer l'environnement martien qui serait susceptible d'avoir accueilli la vie, en recherchant des indices biologiques et géologiques. L'un des buts majeurs est de préparer les futures missions habitées sur Mars, en analysant notamment les conditions régnant à sa surface comme le rayonnement, la température ou encore la poussière. Ce rover est équipé de 2 micros permettant de fournir la bande sonore qui accompagne les images des caméras. Le microphone qui enregistrait le son que nous avons analysé a été développé et fabriqué en France, à Toulouse, par l'équipe de David Mimoun. Dans ce premier enregistrement, nous pouvons entendre un bruit sourd. Il s'agit du bruit du vent enregistré à la surface de la planète Mars. En voici un extrait. Ce son de la NASA est soumis à un embargo scientifique. En effet, la NASA ne donne pas les données brutes telles qu'elles ont été enregistrées. Il y a donc certainement un filtrage que nous allons analyser dans quelques secondes. Pour analyser ce son, nous avons commencé par créer un programme sur le logiciel Octave, nous permettant de réaliser l'analyse temporelle et spectrale des sons de Mars. Nous ne savions traiter que des sons de quelques secondes. Les enregistrements à traiter étaient donc plus grands. Nous avons dû réaliser une sélection des données afin que le logiciel puisse interpréter les valeurs comme nous le souhaitions. Le but est d'identifier tout comportement fréquentiel s'apparentant à un phénomène que nous avons déjà étudié. Avec ce programme, nous obtenons 2 courbes, l'analyse temporelle des sons de Mars et l'analyse spectrale. Nous nous sommes alors concentrés sur l'étude de ces 2 courbes. Il est normal de trouver des amplitudes avec des valeurs maximales basses. En effet, les enregistrements ont un niveau sonore plutôt faible. Il est très simple de distinguer l'enregistrement avec et sans filtrage du son du rover de par la présence d'un signal intempestif lorsque le son du rover est présent. En effet, des pics apparaissent de façon intempestive sur le signal temporel. Ce sont des artefacts ou, en d'autres termes, des défauts du signal. Ensuite, il semble que l'atmosphère martienne soit favorable aux infrasons, inaudibles à l'oreille humaine, ce qui explique le faible son que nous entendons lorsque nous écoutons les enregistrements. Dans ce spectre, un filtrage intrinsèque à l'atmosphère martienne est donc réalisé. Cela consiste à filtrer les aigus et donc à booster les basses. Nous avons donc choisi de passer à une échelle logarithmique pour l'étude fréquentielle, c'est-à-dire la transformée de Fourier. En effet, l'échelle logarithmique permet de faire ressortir les raies qui ont une amplitude faible et de pondérer les raies qui ont une amplitude plus élevée. Lorsque nous passons en échelle logarithmique, nous pouvons voir que le spectre a une pente linéaire. Sur les courbes affichées, dans les fréquences hautes, nous avons une décroissance en 1 sur f³ en termes de FFT. Si nous nous intéressons à la densité spectrale de puissance, il suffit de prendre le carré de notre résultat. Cette pente a donc une décroissance en 1 sur f puissance 6 en termes de densité spectrale de puissance. Cela signifie alors une décroissance de moins 60 dB par décade. Nous pouvons partir sur l'hypothèse qu'un filtre a été placé sur ce son par la NASA, car le filtrage est très régulier. Il s'agit donc, au vu de la décroissance, d'un filtre d'ordre 3. Il est à noter que plus l'ordre est élevé, plus la pente de la transition entre les régions d'atténuation et d'amplification est forte. Dans la pratique, ce filtre est réalisé à l'aide de 3 composants. Un filtre d'ordre 3 est composé de 3 filtres d'ordre 1 en série ou d'un filtre d'ordre 2 auquel on ajoute un composant en série. Un filtre d'ordre 1. Cela permet de filtrer plus haut en fréquence dans le cas d'un filtre passe-bas ou plus bas en fréquence dans le cadre d'un filtre passe-haut. De plus, nous avons pu, grâce à cette analyse logarithmique, voir que des pics apparaissent de façon périodique sur le spectre avec une fréquence de 200 Hz. Cette régularité laisse en effet à penser que ces pics ne sont pas causés de façon naturelle. Enfin, il est intéressant de remarquer qu'il existe un coefficient d'atténuation dans les infrasons, pour les basses fréquences de 0 à 10 Hz. Dans une étude de Jean-Pierre Williams, ce dernier décrit une relation qui semble correspondre à notre résultat. Elle implique que l'absorption est proportionnelle à la fréquence au carré. Ainsi, plus les fréquences sont élevées, plus le coefficient d'atténuation dû à la viscosité est important. Malheureusement, nous ne verrons la véracité de ces propos que dans 6 mois, lorsque les données réelles seront diffusées par la NASA. À ce moment-là, nous comprendrons pourquoi un tel filtre serait présent, ou encore pourquoi des raies ressortent du bruit de façon régulière. En complément de cette avancée scientifique majeure, la NASA espère pouvoir envoyer dans les années à venir un vaisseau capable de récupérer les échantillons récoltés par le rover pour les ramener sur Terre. Nous nous donnons rendez-vous dans quelques années pour étudier ces échantillons.